Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur mon expérience et en particulier comment j'ai fait pour travailler en Corée du Sud, au Japon et au Canada. Pour chaque pays, je vais essayer d'aborder les mêmes sujets comme comment trouver un travail, les histoires de visa, le logement et la langue et aussi d'autres détails. Je vais commencer avec la Corée du Sud donc. À la base, j'étais allé en Corée du Sud pour faire mon stage de fin d'études de master. Et j'avais trouvé une offre dans une entreprise francophone qui n'exigeait pas du tout de parler coréen, ni même anglais. Il suffit juste de parler français et de savoir faire du web. Mais le petit X, c'était que c'était payé 200 000 won, donc ça fait un peu moins de 200 euros. Mais c'est pas grave parce que ça valait le coup pour l'expérience. Et à l'époque, j'avais fait un visa de vacances-travail. Donc le principe, pour ceux qui ne connaissent pas le PVT, le programme vacances-travail ou permis vacances-travail, ça dépend des gens, ça vous permet d'aller dans un pays et d'y rester pendant un an. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en tant que Français, si vous allez dans la plupart des pays étrangers, sauf exception, vous aurez un visa de touriste qui n'est valable que 90 jours. Et ce visa, en général, ne vous permet pas de travailler. Même le fait de rechercher un emploi, je ne pense pas que ça soit autorisé. Même si c'est difficile à vérifier. Et le permis de vacances-travail, donc vous devez le préparer avant de vous rendre dans le pays où vous souhaitez aller. Donc vous devrez aller par exemple, moi j'avais dû aller à l'ambassade de Corée du Sud. J'avais dû donner mon passeport et faire quelques paperasses. Et ensuite, j'avais mon visa de disponible pendant un an. Et donc là, vous voyez, je suis sur la page de Wikipédia. Il y a un paragraphe sur la France. Et vous avez là, il y a la liste de tous les pays avec qui la France aurait un partenariat de vacances-travail. Bien sûr, toutes les informations que je vous donne, c'était avant la crise du Covid. Donc je ne sais pas exactement s'il y a des changements depuis. Et il faut savoir que dans la majorité des pays, si vous avez plus de 30 ans, vous ne pouvez pas faire de demande de vacances-travail. Et il faut bien sûr avoir minimum 18 ans. Et là, je vais vous raconter une petite histoire assez marrante. C'est que, attention, j'ai connu des gens qui ont eu des genres de CDI, enfin plutôt des CDD dans des entreprises, en Corée notamment, avec un visa vacances-travail. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez le droit. Parce que moi, l'immigration, par un hasard totalement injuste, ils avaient pris connaissance que j'étais en train de travailler dans un bureau, genre 40 heures par semaine. Et l'immigration a dit non, mais c'est pas ça le concept d'un visa vacances-travail. Vous êtes censé voyager et avoir plutôt un boulot à mi-temps, genre dans un bar ou un restaurant. Enfin, c'est ce que l'immigration avait dit. Hein. Voilà, je ne fais que de parler de mon expérience personnelle. Et je me rappelle que ça avait créé un problème. Donc, mon entreprise, j'avais dû quitter la Corée, annuler mon visa. Et donc, je l'avais perdu pour toujours. Parce que quand vous avez fait utiliser une fois un visa vacances-travail dans un pays, vous n'avez pas le droit d'en refaire un autre. Et je m'étais retrouvé avec un genre de visa d'apprenti. Enfin, j'avais vraiment pas eu de chance sur ce coup. Mais fort heureusement, quand j'avais terminé mon stage c'était à la chambre de commerce franco-coréenne d'ailleurs, j'avais rencontré une autre entreprise qui était coréenne, mais qui avait plusieurs expatriés, dont des Français, mais il y avait d'autres nationalités. Et ils m'avaient proposé de venir travailler chez eux. Et par la suite, cette entreprise m'avait sponsorisé un visa de travail. Alors pour les détails de comment avoir un visa de travail, là, dans mes souvenirs, c'est bien sûr, il faut une entreprise qui est prête à vous sponsoriser et à faire toutes les démarches administratives. Et bien sûr, soit il faut avoir un diplôme. En tout cas, à l'époque, ce que j'avais compris, c'est le fait que j'avais un master et aucune expérience, ça suffisait.
Mais si j'avais pas eu de master, je pense que j'aurais sûrement pas pu obtenir le visa de travail. Et je crois qu'ils auraient demandé un certain nombre d'années d'expérience au minimum pour pouvoir obtenir le visa. Mais les règles spécifiques, je ne les connais pas. Et j'ai toujours entendu des légendes urbaines qui diraient que pour un travailleur étranger, il faudrait 5 Coréens. Ça, c'est des légendes que j'entendais dans les bars avec les autres expatriés. Je sais pas si c'est vrai, mais à vérifier. Et il y a plusieurs catégories de visa. Dans mes souvenirs, je crois que j'avais un visa E7, mais j'imagine les références ont changé depuis, peut-être, je ne sais pas. Euh, c'est à voir avec l'entreprise. Et en parlant d'entreprise, là, je suis sur le site de la chambre de commerce franco-coréenne. Il faut savoir, dans tous les pays, beaucoup de pays, la France a une chambre de commerce. Et en général, chaque chambre de commerce a son propre site internet. Et ils vont aussi offrir une page où ils expliquent comment travailler en Corée. Et avec aussi, ils vont parler de la culture, etc. Et c'est vachement bien. Si vous cherchez des informations, même si peut-être vous n'allez pas trouver d'offres d'emploi vous concernant, peut-être que vous allez trouver des exemples d'offres et vous allez voir c'est quoi les critères recherchés sur place. Par exemple, je sais pas, moi quand je cherchais du travail en développement web, j'avais pu voir une offre qui disait les technologies recherchées par exemple. Mais bon. Après, chacun travaille dans des domaines différents. Je connais pas tous les domaines. En tout cas, la FKCCI. Et si vous êtes sur place, déjà en Corée, je sais pas si vous êtes étudiant ou vous êtes déjà en visa vacances-travail, par exemple. Je sais qu'ils faisaient à l'époque, c'était avant le Covid malheureusement, là je sais pas comment ça se passe, mais des fois il y a les chambres de commerce organisent des événements de networking. Donc ça vaut le coup là-bas, vous allez rencontrer d'autres expatriés et ça vaut le coup de se rendre là-bas pour faire des rencontres et essayer d'échanger des contacts. Moi, comme j'étais stagiaire à la FKCCI, c'est comme ça que j'avais trouvé mon deuxième boulot et que c'est un peu via du networking, quoi. Je connaissais un deuxième site internet que je n'ai jamais personnellement utilisé, mais que j'avais entendu d'autres expatriés mentionner. C'est le Seoul Global Center. Je sais qu'ils offrent des cours de coréen là-bas aussi, si je me rappelle bien. Et comme vous voyez, il y a aussi des listes d'emplois. Qui là, la FKCC, c'était plutôt des entreprises françaises. Et là, c'est un peu plus international et surtout, ce seront des offres plus anglophones. Et je sais pas si c'était clair, mais quand j'ai fait mon stage en Corée, c'était dans une entreprise francophone, j'avais pas besoin de parler coréen. Et dans mon deuxième boulot aussi, parce que comme il y avait beaucoup d'expatriés, j'avais juste besoin de parler anglais. Et je parlais français avec les expats français, mais dans ma vie de tous les jours, je parlais anglais. Même avec certains clients, parce que là, on avait de la chance de traiter avec des clients étrangers, donc même avec eux, parfois, je pouvais parler anglais. En termes d'offres de travail, et ça vaut pas que pour la Corée, j'ai entendu parler des VIE, mais j'en ai jamais fait et je m'y suis jamais intéressé. Donc, je ne sais pas. J'ai rencontré des gens qui en ont fait, ils avaient l'air satisfaits, mais je veux pas donner je sais pas, je veux pas vous désinformer et je veux même pas vous montrer le site internet parce que je suis pas sûr c'est quoi la procédure et sur quel site internet. Mais je pense que si vous cherchez sur votre moteur de recherche préféré contrat VIE, quelque chose comme ça, je suis sûr que vous trouverez des informations et vous pourrez peut-être trouver votre bonheur de cette façon. Moi, je n'ai aucune expérience avec les VIE, donc je peux pas vous indiquer quoi que ce soit. Donc ça, c'était pour la Corée du Sud sur un peu genre comment trouver un boulot et le visa. Bah, juste pour revenir au niveau du visa, le vacances-travail, ça reste quand même une bonne option de base parce que vous allez arriver là-bas pendant 1 an et vous pouvez faire des démarches. C'est mieux que les 3 mois de touriste. Et en plus, si vous avez déjà le visa vacances-travail, il y a peut-être des entreprises qui sont pas trop regardants, ils vont dire viens travailler avec nous et peut-être plus tard par chance vous allez vous faire embaucher comme moi avec un visa de travail. Et ouais, c'est un des premiers points et vous allez voir ça va être la même chose pour le Japon.
le fait de pas parler la langue locale, c'est pas. Moi, j'avais la chance de travailler dans le développement web, donc je dirais, j'avais réussi à trouver un emploi comme ça, sans devoir parler coréen. Et j'ai une petite théorie à propos de ça. Une petite théorie, c'est que je pense que les citoyens coréens, donc les jeunes coréens qui font des études en informatique, donc c'est souvent des longues études, dans des écoles plus ou moins prestigieuses, ils cherchaient pas à aller travailler dans des petites startups ou des PME. Je pense qu'ils cherchaient plus à travailler dans des grosses entreprises de la tech. Par exemple, en Corée, il y a Kakao ou Naver. J'imagine ils cherchaient plus à choper des boulots, ou sinon les grands Samsung ou LG, etc. Ils cherchaient plus à trouver un boulot dans ces grosses entreprises-là. Et donc ils allaient plutôt bouder les petites entreprises parce que ça, en termes de, c'est pas assez prestigieux parce que je sais pas, ils ont une culture, bien sûr, ils ont une culture totalement différente de la nôtre et ils ont des normes sociales différentes des nôtres. Et je me rappelle très bien avec les Coréens, ils aiment bien montrer leur carte de visite quand ils se présentent. C'est vrai, il y a un genre de rituel. J'ai jamais vu ça en France ou au Canada. Et je pense que c'est toujours, ils sont toujours contents de montrer qu'ils travaillent dans une grosse entreprise et voilà, ça claque quoi. Et pour ça que voilà, en tant qu'étranger qui ne parlait pas la langue, j'avais la chance de pouvoir trouver des boulots. Alors c'était pas, bien sûr, ils sont pas super bien payés, mais bon, pour moi, j'avais pas de problème parce que c'était tellement une expérience incroyable de travailler à l'étranger et de découvrir la Corée du Sud tous les jours. J'y suis resté pendant presque 2 ans et demi, donc c'était vraiment la folie. C'était trop bien. Donc même avec un petit salaire, je crois qu'à l'époque, en salaire mensuel brut, j'étais aux alentours de 2 millions de won. Ce qui est pas beaucoup, mais c'était suffisant pour vivre. Et voyez avec vos universités, si vous faites des stages, il y a des bourses, par exemple en la région Rhône-Alpes, à l'époque on avait la bourse ExploraSup, ça permettait un peu d'arrondir les fins de mois, c'était pas mal. On va passer au logement. Alors d'abord, avant de trouver je me rappelle pas, il y en a sûrement des sites internet qui listent des logements. Par exemple, il devait y avoir Craigslist, qui est là. Je sais pas si vous connaissez ce site, mais bon là c'est la page de Montréal, mais il y a une page pour Séoul, il y a une page pour Tokyo aussi. Avec Craigslist, vous allez peut-être trouver des offres de particuliers. Mais au début, moi, c'était pareil au Japon. Je squattais dans des auberges de jeunesse avant de trouver un vrai appartement. Et j'utilisais Hostel World pour ça. Et ce qui est bien dans les auberges de jeunesse, c'est que vous allez faire plein de rencontres. D'autres gens qui sont dans la même situation que vous, qui sont aussi en recherche des fois de travail ou et voilà, ils sont dans une situation temporaire. Et c'est comme ça que j'avais rencontré des colocataires et tout. C'est vachement cool. En Corée du Sud, je dirais le plus simple, c'est d'aller dans un Goshi-won ou un Goshi-tel. J'ai pas de site à vous montrer pour ça. Je vais pas non plus vous montrer des photos parce que ça va vous faire peur tellement c'est petit. Mais si vous cherchez comment ça s'appelle, c'est comme ça, Goshhiwon, Goshhiwon. Voilà, vous avez vu Goshhiwon Korea directement. Ou sinon il y a Goshitel, un peu comme un Goshitel, un Goshi Hotel, voilà. Et c'est une bonne solution parce que là-bas il n'y a pas de besoin de, comment dire, déjà en termes de loyer c'est assez faible comme prix. Et je crois qu'à l'époque j'avais un Goshhiwon de luxe. Et alors de luxe ça veut dire que j'avais une fenêtre. Je rigole pas. Et que j'avais un peu d'air climatisé aussi. Super important, il fait super chaud, humide en Corée du Sud. Pareil au Japon. Donc, et c'est-à-dire, c'est un contrat, limite, il n'y a même pas de contrat, je me rappelle, j'ai vécu dans plein de Goshhiwon, j'arrivais, vous payez tous les mois, et puis quand vous voulez partir, vous partez, quoi. Il y avait peut-être un petit déposit à lâcher,
Mais c'était pas une déposite, c'est une caution, pardon. Désolé pour les anglicismes. Mais c'était pas si pire. J'avais une fois vécu en colocation avec un Australien et je me rappelle dans un vrai appartement et je me rappelle le gros problème c'est ça qui m'avait beaucoup ralenti à l'époque c'est tout se fait en coréen et donc faut signer un contrat et donc signer un contrat alors que vous parlez pas la langue c'est super compliqué et et donc ça m'avait beaucoup voilà c'était juste impossible pour moi et j'avais la chance de rencontrer un ami australien qui lui était parfaitement bilingue en coréen et il s'était chargé de tout. Et je dirais, on avait fait face à une deuxième barrière, c'était le coût de la caution. Ils nous demandaient 10 millions de won. Ça fait un peu plus de 8 000 euros, j'imagine, 8 000, 9 000 euros. C'est énorme, on n'avait pas cette somme. On avait réussi à négocier 5 millions de won. Mais c'est ça, je dirais, le gros problème. C'est surtout quand vous êtes étranger, peut-être qu'ils vous font un peu moins confiance, donc ils vont demander une grosse caution. Et c'est assez chiant, quoi. Mais ça se fait. Mais là, il faut vraiment parler coréen. Mais tout ce qui est Goshiwon et Goshitel, il faut parler coréen aussi, mais vous arrivez à vous débrouiller. Au pire, vous trouverez des gens de votre travail ou des amis, ils viendront négocier avec vous. Mais ça se fait, honnêtement, ça se fait. Il faut juste faire preuve de patience et ça se passera bien. Et là, on va peut-être parler de la langue. Je suis quand même pas... j'ai quand même essayé de faire un effort. J'avais quand même appris des bases de coréen. J'allais dans ce qu'on appelle un hagwon. Donc c'est comme c'est écrit là sur Wikipédia, des établissements privés où vous allez trouver des profs de coréen. Il y en a énormément. Malheureusement, je me rappelle plus du mien dans lequel j'allais, mais il y en a partout. Pareil, je suis sûr sur Craigslist ou sur des sites d'expatriés, vous allez trouver des références. Parlez avec les gens entre vous. Allez à des meet-up d'échanges anglais-coréen ou français-coréen. Et je suis sûr qu'il y a des gens, ils vous conseilleront des bons profs. Ou vous allez peut-être même trouver des profs particuliers qui font... vous allez payer en liquide directement et tout se passera bien. Et moi, je faisais des cours du soir après le boulot. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un niveau qui est totalement merdique, hein, je vous le cache pas. Mais je savais commander à manger, dire au taxi où est-ce que je voulais aller. Je savais demander ma direction, etc. Enfin, les bases, les politesses de base pour vivre en Corée. Ce qui est cool avec le coréen, c'est comme ce petit comics l'indique, vous pouvez apprendre à lire le coréen en 15 minutes. Je rigole pas. C'est super simple. Alors, on va pas regarder le comics en entier, mais là, ce qui est écrit là, je peux lire ça. Là, c'est écrit Totoro, là, c'est écrit Nemo, c'est pour Nemo. Là, c'est écrit Mickey, c'est pour Mickey ici, j'imagine. Il doit y avoir un Mario quelque part, Mario ici. Alors là, c'est super simple. Alors, les gens doivent se moquer de moi parce que j'ai un accent de merde, mais c'est super simple. Et à écrire aussi, même peut-être que c'est dur pour vous à imaginer, mais à écrire, c'est aussi une question de pratique. Et en quelques heures de pratique, vous allez savoir lire et écrire coréen. C'est vraiment pas une blague. Et donc ça, c'est super bien en termes d'intégration et d'assimilation parce que quand vous allez aller au restaurant, par exemple, on va vous donner un menu, même si vous allez commencer à reconnaître certains noms. Par exemple, bap, ça veut dire repas, mais ça veut dire riz aussi. Par exemple, bibimbap ou kimbap. Et ça va être super satisfaisant, vous allez voir, dans la vie de tous les jours. Vous allez réussir à un peu apprendre du vocabulaire super facilement parce que vous allez le voir dans la rue. Par exemple, vous allez voir les noms des stations, vous allez voir des mots qui sont un peu répétés partout et vous allez commencer à vous en rappeler à force de les voir tous les jours. Et c'était assez cool. Donc vraiment, alors c'est ça qui est bien avec la Corée du Sud, parce que le Japon, vous allez voir, c'est pas du tout ça. Ça n'a strictement rien à voir, ce n'est pas du tout aussi simple. Mais le coréen, c'est super simple. Simple, je veux dire, les bases sont simples à apprendre. Après, savoir parler couramment coréen, c'est comme n'importe quelle langue, il faut réviser et pratiquer pendant des heures et des heures et des heures, et pendant plusieurs mois ou années. Mais savoir se présenter, demander ses directions et lire et écrire
des phrases basiques, même avec un clavier virtuel sur votre téléphone. C'est super simple. Si vous faites l'effort, bien sûr. Là, je vous ai parlé du travail, visa. Là, juste une banque. Moi, j'étais chez une banque. Alors, je crois qu'elle a changé. Ça s'appelle. Avant, ça s'appelait juste KEB. KEB, je pense que ça, on disait. Maintenant, c'est Hana Bank Global. Parce que vous allez voir là-bas, tout est en coréen. Et c'est tout à fait normal. Même, je me rappelle quand j'allais faire des renouvellements de visa de travail, j'y allais avec un collègue de mon bureau, parce que tout se faisait en coréen. Les formulaires étaient pas entièrement traduits en anglais dans mes souvenirs. Alors, pour trouver des papiers en français, là, jamais de la vie vous allez trouver ça. Tout est en anglais là-bas. Donc, je pense que si vous voulez aller travailler en Corée du Sud ou au Japon, faut au minimum parler anglais. Hein. Sauf si vous avez énormément... Et même pour votre vie de tous les jours, je vois pas comment vous pouvez vous débrouiller juste avec du français. Par contre, si vous savez pas bien parler français, mais vous parlez parfaitement coréen, ça, il n'y a pas de problème, je pense. C'est nickel, quand même. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, plein de services. Par exemple, si vous voulez chercher un téléphone ou trouver une banque, la majorité du temps, ça va être en anglais. Mais... certains boîtes, comme par exemple cette banque, ils auront des pages en anglais et peut-être qu'ils vont vous indiquer dans cette branche particulière à Séoul. Je sais pas, moi je vivais à Séoul, je sais pas pour les autres villes, mais ils vont dire là il y aura peut-être un personnel qui parlera anglais. Et moi c'est ce que je faisais. Je me rappelle, j'avais une banque, je savais qu'il y avait une personne, elle parlait anglais et j'allais là-bas quand j'avais des problèmes avec ma carte et ils étaient capables de me servir en anglais. Et c'était pareil pour le téléphone. Mais au pire, pareil, c'est comme pour trouver un logement, là, faut vous trouver un ami sur place qui gère un peu le coréen et vous allez trouver des cartes prépayées ou vous allez trouver un moyen d'avoir un numéro de téléphone. Dans mes souvenirs, ça s'appelait KT, mais j'ai pas trouvé de site internet en anglais, mais j'avais une société de téléphone qui s'appelait KT à l'époque. Et tout était en coréen, mais je crois qu'ils avaient des sites avec des brochures en anglais qui pouvaient au moins comprendre c'est quoi que vous allez avoir en termes de tarifs, etc. Mais à l'époque, donc c'était il y a environ 7 ans, 8 ans, je pense que c'était déjà beaucoup plus simple qu'il y a 10 ans ou 20 ans, ça c'est sûr. Mais il fallait quand même se débrouiller, quoi. C'était pas super English friendly, et c'est pas une critique quand je dis ça, hein. D'ailleurs c'est bien pour vous, ça va vous forcer à pratiquer le coréen, et comme je l'ai dit, le coréen, les bases c'est assez simple, c'est très accessible, donc ça vaut le coup, et c'est une expérience que je recommande vraiment. Je vais peut-être parler un dernier point, c'est le coût de la vie, tant qu'on y est, parce que là on parle de banque, on parle d'argent, coût de la vie. Bien sûr, il y a des gens qui vous diront ouais, la Corée du Sud c'est pas cher. Par rapport au Japon, c'est sûr, c'est pas cher. La nourriture là-bas, je mangeais tout le temps dehors, mais tous les jours je mangeais au restaurant. Je rigole pas. Même avec mon petit salaire, j'arrivais à me débrouiller pour manger au restaurant tous les jours. C'est très rare que je cuisinais. Mais quand même, en tant qu'expatrié, par exemple, si vous tombez malade, je me rappelle, j'allais à l'hôpital au Yonsei University Hospital, je crois que ça s'appelait, parce que là-bas, ils avaient des services en anglais. Mais là-bas, si vous avez... bien sûr, vous allez payer cher pour avoir ces services en anglais. Ça m'est déjà arrivé pour de la fièvre, pour de la fièvre d'aller dans une petite clinique locale. C'est pas comme en France, vous n'avez pas votre médecin généraliste. Là-bas, vous allez dans des cliniques, c'est comme un genre d'hôpital, et vous faites la queue, et puis on vous appelle, et il y a un médecin qui va vous examiner. Ce qui est bien, c'est que même dans ces genres de petites cliniques, je dirais les médecins, c'est sûr, le personnel hospitalier va pas parler anglais, mais les médecins vont, comme je pense, qu'ils étudient la médecine avec des bouquins en anglais, donc j'imagine... Enfin, alors, j'ai toujours rencontré des médecins qui géraient un minimum l'anglais. Mais sinon, c'est simple. Moi, si je me rappelle de deux mots, c'est yol, je crois, pour dire la fièvre. Yol isoyo, j'ai de la fièvre. Excusez-moi pour ceux qui parlent vraiment coréen. Attendez, ça fait 6 ans que j'étais à la Corée et que j'ai pas pratiqué.
Et je crois que j'avais aussi hapayo, c'est-à-dire j'ai mal. Et je montrais où j'avais mal. Une fois, je m'étais tué le pied. J'avais l'ongle totalement pété et je montrais mon pied et je faisais hapayo. Ah, c'était horrible. Et, euh, et ça, voilà, on se débrouille, on se démerde, faut pas avoir peur. Et je tiens à le dire, je sais pas si je l'avais dit. Oh mince, oula, j'ai mon écran de veille s'est mis en route. Pardon. Euh, je me rappelle quand j'étais jeune, moi je pensais jamais vivre à l'étranger. Hein, j'avais aucune expérience à l'étranger. Je pensais toujours rester en France toute ma vie. Et j'ai jamais fait trop de voyages dans ma vie. C'était la première fois quand j'étais allé en Corée du Sud que je quittais l'Europe par moi-même. Et c'est YOLO quoi. Faut pas avoir peur. Vous allez toujours vous réussir à vous démerder. Franchement, et puis ce qui est bien, c'est parce que les Coréens comme les Japonais sont extrêmement patients et comment dire, ils vont vous. Je dirais, vous avez l'avantage de. Les Français sont très privilégiés là-bas parce que tout le monde adore la France, donc euh, ils vont vous accueillir à bras ouverts entre guillemets. Donc et ils ont aussi beaucoup de tourisme. Donc ils ont aussi l'habitude de rencontrer des étrangers et ça se fait quoi. D'ailleurs, en général, toute votre vie là-bas, que ce soit au Japon, en Corée, on va vous demander est-ce que vous êtes un touriste, un étudiant ou un prof d'anglais. Et si vous êtes ni l'un, aucun de tout ça, ils seront toujours waouh, genre ouais, t'es développeur et tu travailles à Camnam. C'était toujours marrant quand je devais me présenter. Euh, Ça c'était pour la Corée, donc c'était 2 ans et demi de ma vie. Et après, après avoir bossé 2 ans et demi en Corée, j'avais envie de changer j'ai ouvert Google. J'ai cherché, je crois que les mots-clés que j'utilisais c'était Digital Agency Web Developer. Et j'ouvrais tous les onglets, enfin tous les liens proposés. Et j'envoyais mon CV à tout le monde, genre j'ai dû envoyer 50 emails. Et j'avais réussi à trouver une entreprise japonaise, américano-japonaise. Donc il y avait des japonais, mais et aussi quelques expats encore. C'est toujours ça, hein. Et donc là-bas ils m'ont dit pareil. C'est comme en Corée, je pense qu'ils galèrent à trouver des gens locaux, donc ils cherchent des expats. Et j'avais réussi à trouver un job de développeur web dans une agence là-bas. Mon premier salaire, c'était toujours ça environ. Mon salaire, c'était aux alentours de 300 000 yens par mois. Donc c'est mieux qu'en Corée, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Le coût de la vie au Japon. Mais genre extrêmement plus cher. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais tout est plus cher. Je peux en parler maintenant vu le temps qu'on y est, mais c'est pas grave. Hein, cette vidéo est totalement faite à l'arrache. Le coût de la vie au Japon, loyer, téléphone, transport en commun, tout est plus cher qu'en Corée, mais vraiment beaucoup plus cher. Surtout, par exemple, le métro, c'était incroyable. Ça me coûtait plus de 100 balles, plus de 100 euros, alors que en Corée, je me rappelle, c'était presque rien. Et qu'il y a aussi cette notion au Japon, quand tu prends le métro à Tokyo, plus tu vas loin, plus tu vas payer cher, alors qu'en Corée, tu peux faire le tour de Séoul, ça coûte pas cher. Et en Corée aussi, le taxi, c'est super pas cher, alors qu'au Japon, le taxi, c'est extrêmement cher. Je le prenais presque jamais, le taxi au Japon, alors qu'en Corée, je crois que je prenais le taxi au moins une fois par semaine. Enfin bref, pour travailler au Japon, là, je vous avais dit, j'avais fait des recherches sur Google et j'avais eu énormément de chance. Mais sachez qu'il y a aussi, comme je vous l'ai dit, pour la chambre de commerce, il y a la chambre de commerce coréenne, mais il y a aussi l'équivalent au Japon. Et pareil, ils ont une page avec travailler au Japon, avec des informations sur les visas, même des infos sur les canaux de recherche, langue japonaise, CV. Ah ouais, moi à l'époque, mon CV, il était très basique. J'avais pas fait trop d'efforts pour savoir ce que je savais pas parler ni japonais ni coréen, donc j'ai pas fait d'efforts pour mettre des infos spécifiques. Je m'étais fortement inspiré de mon CV français à l'époque, je l'avais juste traduit en anglais. J'ai pas fait d'efforts particuliers. Ça, c'est le site de la chambre de commerce au Japon, mais il y a aussi l'équivalent. L'équivalent. Tout à l'heure, je vous avais montré le Seoul Global Center.
Là, il y a Gaijin Pot qui a une section pour les jobs. Jamais utilisé, mais j'ai entendu des gens qui font ça. Et là, vous avez, il y a une section No Nihongo. Nihongo, ça veut dire japonais. Je viens de le voir. Donc, les positions qui demandent pas de japonais. Il faut savoir qu'il y a des grosses entreprises, comme par exemple, j'avais vu des offres comme ça, comme Rakuten. Je me rappelle, ils ont des offres où ils vont accepter les gens qui parlent pas du tout japonais et ils vont vous payer des cours de japonais. Il y a plein d'entreprises qui font, enfin plein. J'en ai vu plusieurs faire ça. Donc c'est bien sûr ils vont dans le secteur de la tech. Si vous êtes développeur, vous allez avoir beaucoup d'opportunités comme ça. Pour les autres secteurs, désolé, je ne sais pas. Mais ouais, c'est chercher sur ça. Et il y a aussi LinkedIn, je l'ai mis là. LinkedIn, il y a pas mal d'offres aussi. En Corée, un peu moins, je pense que c'est pas très utilisé en Corée. Ils ont d'autres sites en coréen, bien sûr, que je ne connais pas et qui sont sûrement surtout écrits en coréen, donc je sais pas vous conseiller là-dessus. Mais dans mes souvenirs sur LinkedIn, j'avais vu pas mal d'offres, dont ces offres qui ont pour but de viser à l'international, quel que soit votre niveau de japonais. En termes de visa, là où en Corée j'avais fait visa de travail into genre de visa de stagiaire et ensuite j'avais obtenu un visa de travail. Au Japon c'est simple, j'ai eu un seul visa qui a duré. Parce qu'en Corée je devais le renouveler tous les ans mon visa. Au Japon j'avais eu un visa de 3 ans. Et j'ai même connu des gens qui ont des visas de travail de 5 ans. Donc faites attention quand vous faites votre demande, essayez de demander le maximum, essayez de demander 5 ans, à confirmer avec votre entreprise s'il vous plaît, faites pas de... Je veux pas foirer votre demande à cause de moi. Mais moi à l'époque je crois que j'avais demandé pour 1 an de visa, sur les papiers je me rappelle, j'étais allé à l'ambassade du Japon en Corée du Sud, et j'ai dit je voudrais un visa d'1 an, et il m'avait donné 3 ans, et j'avais un collègue qui avait fait dans la même entreprise, lui il avait obtenu 5 ans, donc j'imagine ça... D'ailleurs, ça aide au petit bonheur la chance aussi. Mais c'est là vous allez avoir un visa qui est ouvert. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en Corée, par exemple, mon visa était fermé. C'est-à-dire que je pense que si je démissionnais, je perdais mon visa. Au Japon, j'ai travaillé pour 2 entreprises différentes. Et j'ai rien eu faire au niveau visa. Et normalement, j'avais contacté l'immigration. Ils m'ont dit non, il n'y a aucun problème. Vous êtes autorisé à travailler au Japon pendant 3 ans. Et en gros, je pense que le principal, c'est que tant que tu payes tes taxes, ça va. Il faut juste pas frauder avec les taxes. Mais si dans mes souvenirs, les taxes sont prélevées à la source. En Corée et au Japon, vous avez des déclarations à faire chaque année, mais sinon, tout est déclaration de revenus à faire. Mais sinon, tout est pris à la source. Niveau impôt. Bref. Le seul point particulier par rapport au Japon, dans mes souvenirs, c'est que vous avez besoin, avant de pouvoir faire une demande de visa de travail, vous deviez avoir un certificat d'éligibilité. Et ce certificat d'éligibilité, c'était votre entreprise qui devait vous sponsoriser. Et donc ce certificat, il vous autorise à demander un visa. Mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément l'avoir. Vous êtes éligible à demander un visa de travail. Et une fois que vous avez ce certificat, vous faites votre demande au consulat. Et après, oui, moi j'ai pas eu de problème, ils m'ont tout de suite donné mon visa, mais il y a une probabilité, je ne sais pas pour quelles seraient les raisons, mais ils pourraient toujours vous refuser de vous donner un visa pour X raisons. Donc voilà, à l'époque c'était ça. Et donc, certificat d'éligibilité, ça ne veut pas forcément dire que vous allez l'avoir, votre visa forcément. J'imagine si vous cherchez sur les Japanese Immigration Eligibility Certificate, vous allez avoir des informations en anglais, je pense, sur c'est quoi la procédure. Mais ça, ce sera surtout votre employeur qui le fera. Et je dirais, et ça c'est le problème, c'est que au Japon et en Corée, faut trouver des entreprises qui sont motivées à faire toutes ces démarches. Et si possible, et qui l'ont déjà fait. Si elles l'ont déjà fait, en général, ça va être long, ça va être fastidieux parce qu'il y aura plein de papiers à faire. Parce que vous allez devoir décrire votre expérience, imprimer des diplômes,
bien sûr envoyer votre CV, peut-être des fois montrer des certificats de police, certificats de naissance, etc. Mais ça se fait, hein. Je l'ai fait dans 3 pays. Et je l'ai même fait plusieurs fois au Canada, par exemple, je reviendrai là-dessus, mais je l'ai fait plusieurs fois au Canada pour renouveler mon visa, donc ça se fait. C'est juste une question de temps, quoi. Mais il faut pas, voilà, faut juste être motivé. Euh, Ensuite, niveau logement, vous avez rappelé tout à l'heure, je vous avais montré Hostel World. Ça marche aussi au Japon pour trouver des chambres d'hôtes ou en particulier des auberges de jeunesse. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est Kao-san. Ils ont des maisons, enfin comme on dit, des YMCA. Je viens de le dire, je suis fou, quoi. Les auberges de jeunesse, pardon. Il est tard un peu. Ouais, il est tard là, il est presque minuit. Des auberges de jeunesse, ils en ont là, je voyais, ils en ont à Tokyo, à Osaka, à Kyoto. C'est vraiment génial là-bas. Toujours rencontrer des gens super sympas, que ce soit le staff ou les gens qui dormaient là-bas, c'est fou. Même si vous allez en tant que touriste, je vous conseille d'aller chez Kao-san. Et en termes de prix, vous allez peut-être dire que c'est cher, mais ça reste moins cher que les hôtels. Parce que comme je l'ai dit, Tokyo, ça va vous coûter un bras. Pour vous dire, par exemple, c'était tellement cher les transports en commun que je m'étais acheté un vélo et je faisais 1 heure de vélo aller-retour tous les jours pour aller au travail au bout d'un moment. Et au début, je vivais dans une de ces... j'avais vécu dans Samouraï, je crois, au début, si je me rappelle bien. Et j'avais ensuite trouvé un logement chez Sakura House. Et ce que vous avez vu, ce qui est bien avec Sakura House, c'est que il y a des gens qui parlent français là-bas, mais il y a aussi bien sûr, tout le staff doit parler en anglais, je pense. Mais je me rappelle qu'il y avait des gens qui parlaient français dans le staff. Et ce qui est bien aussi avec Sakura, c'est que avant d'arriver au Japon, vous pouvez réserver votre chambre en avance. Donc vous avez vu déjà le Japon, je pense qu'il y a beaucoup plus de gaijin. Ça, c'est un terme un peu péjoratif pour parler des étrangers. Il y a beaucoup plus ils sont beaucoup plus habitués à accueillir des expatriés. Et donc il y a beaucoup plus de business qui se sont montés autour de ça. Et notamment Sakura House. Et vous allez trouver des chambres à différents prix et dans différentes locations. Je me rappelle, moi, j'avais une chambre dans une maison partagée, pas loin de Shibuya. C'était super cher, je crois que c'était 90 000 yens par mois. Cher de ouf. Mais c'était super propre. Et les gens étaient... je me rappelle, on était avec des Australiens et des Iraniens. On était je sais plus combien. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça n'avait aucun sens. Mais c'était super, tout le monde était super sympa. Et en fait, ce qui était cool, c'est que quand j'étais dans mon auberge de jeunesse, j'avais rencontré une Américaine qui cherchait des colocs. Et là, histoire de ouf, mais je me dois de vous la raconter. Une fois, j'étais perdu à Shibuya et je regardais sur une carte dans la rue. Et là, il y a tu sais, en plus je vois rien, je suis super bigleux, j'ai des lunettes et tout, et j'essaie de me rapprocher de la carte là super proche parce que en anglais c'était écrit tout petit, je me rappelle. Et là j'entends une voix, c'est un monsieur japonais qui me demande si like, can I help you? Il me dit un truc comme ça en anglais. Et moi je lui réponds en anglais et il fait ah mais tu parles français. Et le mec était Hiroki, hein, si tu m'entends, je te salue. C'était un japonais mais il était trilingue. Japonais, anglais, français. Et il m'a aidé à trouver ma route. Et après, il m'a dit plus tard qu'il cherchait aussi à se mettre en colocation. Donc lui, la fille américaine et son copain que j'avais rencontré dans une auberge de jeunesse, on s'est trouvé un appartement. C'était... malheureusement, je n'étais pas dans le... Moi, j'étais juste présenté pour signer les papiers. J'étais un gros... J'avais pas été du tout actif dans la recherche. Mais on avait trouvé une agence qui parlait anglais, c'était la folie, désolé, j'ai plus la ref. Et ils cherchaient en fait, c'était des vieux logements, assez vieux, genre années 60, années 70, qui étaient un peu boudés, je pense, des Japonais. Et donc ils essayaient un peu de faire venir des expatriés dans ces appartements-là. Et je vivais dans un quartier qui s'appelait,
C'était pas loin de Shimo Kitazawa, c'était à Kyoto, pas le nom de la station Kyoto. Et je crois que ça s'appelait l'arrondissement, je sais pas si on dit un arrondissement, le Ward, là, c'était le Setagaya. Mais c'est super grand, Setagaya. Parce que Tokyo, c'est gigantesque. Hein. Je crois qu'il y a 23, je sais pas si on dit des arrondissements, des wards. Il y en a 23 et moi j'étais à Setagaya. Si je me trompe pas dans les noms. Et ça, c'était pas mal parce que là, vous voyez, on a des chambres à 100 000 yens, là, 127 000 yens. Je crois qu'on payait ça en loyer et on le divisait en 4. Donc c'était la folie. Là, et on avait un beau grand appartement. Et des fois, ils nous avaient montré des appartements avec des tatamis et tout. Ça, on n'avait pas pris parce que c'était pas notre délire, mais c'était trop, trop cool. Mais la solution, pas prise de test et aucun risque, c'est Sakura, je pense. C'est cher, mais vous payez pour du service aussi. Vous avez genre, c'est vraiment pas de prise de tête et pas d'embrouille, je dirais. Vous allez... genre, j'ai jamais entendu des gens se plaindre de ça. Pour la langue japonaise, alors là... oh mon Dieu. Alors là, vous allez vous embarquer dans un truc, les gars et les filles. Ça va être compliqué. Tu voyais, le coréen, ils ont un alphabet, c'est le Hangul, j'avais oublié de le dire là, ça s'apprend en 15 minutes. Le japonais, bah, vous avez vu là, officiellement, je dirais qu'ils ont 4 alphabets. Ils ont les signes inspirés des signes chinois, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle les kanji. Ils ont les petits signes là entre deux qui s'appellent des hiragana. Et il n'y en a pas ici, j'en vois pas sur ce site. Ils ont aussi, c'est un peu comme les hiragana, je reviendrai dessus plus tard, ça s'appelle les katakana. Ah, je crois que là vous en avez un, ça c'est un katakana ici. Ou peut-être pas, non c'est un kanji, je dis n'importe quoi. Et, ignorez-moi, je suis une merde. Et ils avaient aussi les romanji, bah romanji c'est notre alphabet latin à nous quoi. Donc il y en a 4, mais vous en aurez que entre guillemets, que 3 à apprendre. Bien sûr, il y a plein d'instituts de profs particuliers. Moi, je vous mets comme ça, c'est la Naganuma School. C'est l'école où j'allais, parce que je travaillais à Shibuya au début. Et j'allais en cours du soir là-bas, que je payais avec mon propre argent. Et c'était super cher. J'avais dû arrêter parce que j'avais vraiment plus d'argent après. Je pouvais plus me payer les cours. Puis j'étais resté qu'1 an et demi, donc j'avais pas prévu de rester trop longtemps au Japon de toute façon. Et c'était pas mal. C'était des cours en groupe. Donc en Corée, j'avais plutôt des cours particuliers. Personnellement, je suis plus pour les cours particuliers, mais ça coûte tellement cher. Donc au Japon, j'ai été allé dans des cours en groupe dans cette école-là. Mais c'était quand même super bien. J'avais appris vachement bien les bases. Mais par contre, ce que je vous conseille, c'est impératif ça. Apprenez les hiragana. C'est ça les hiragana. Ça, ce sont tous les hiragana que vous allez apprendre. Et les katakana aussi. Ça, ce sont tous les katakana que vous allez devoir apprendre. Et vous allez voir, c'est les mêmes sons. Là, vous avez A, I, U et O. Pareil, là, c'est A, I, U et O. Et Kakiku, Keko. Pareil, là, vous avez Kakiku, Keko. Vous savez, là, le petit K, là. Ça ressemble, là. Hein, c'est un katakana, ça. Hein, on est d'accord, hein, celui-là, là. Bref. Et ça, c'est une petite app. Alors, l'adresse, elle est imbuvable. Mais c'est une app que je m'étais codée à l'époque pour pratiquer dans mon temps libre là, et j'ai tout oublié. Ça doit être Pew, j'imagine, et ça doit être A. Oh là, un dernier. Chou. Ouais, putain la vache. Bref, j'avais fait ça pour hiragana et katakana. Si jamais vous voulez essayer, mais il y a plein d'apps là sur les téléphones, vous en trouvez plein des apps comme ça. Et c'est super compliqué là. Par exemple là, je pense que ça c'est écrit Tokyo là. Je pense que mais ça parce que vous savez, je sais pas lire ça. Et là celui-là ça doit dire Jin. Parce que là il parle de personnalité. Ça doit être le symbole de Jin. Mais vous savez, je parle rien du tout. Le japonais, comme je suis resté moins longtemps qu'en Corée, j'ai des mêmes bases, je dirais, pour me présenter, demander ma direction, mais la lecture et écriture, je sais utiliser un clavier virtuel sur mon téléphone. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont... Là, par exemple, pour Tokyo, je vais commencer à écrire Tokyo en hiragana, il va me proposer le kanji. Ou pareil pour Nihongo, vous allez voir le kanji du Japon là apparaître. Parce que
Nippon, ça veut dire Japon. Euh, et, euh, et c'est comme ça que je me débrouillais pour parler à mes collègues sur Line. Euh, mais ça demande beaucoup d'efforts là. Et encore une fois, j'étais extrêmement privilégié. Comme je travaillais dans le développement web et la tech, j'ai réussi à trouver un boulot qui demandait juste à parler anglais. Les 2 boulots où j'ai travaillé, il fallait juste savoir parler anglais. Et ça passait. Euh, dans mes souvenirs, ça j'ai oublié de le dire en termes de... J'ai oublié de parler de la culture du travail. C'est pas grave, c'est le bordel, on s'en fout, mais euh, je vais vous parler de la culture du travail en Corée et au Japon. Euh, Dans les 2 cas, vous allez faire 40 heures par semaine. Et dans les 2 cas, en tout cas dans les endroits où j'ai travaillé, et je pense que tous mes amis, ils avaient la même expérience, vous allez faire énormément d'heures supplémentaires. Genre, des fois, vous allez faire des semaines de 50, genre 60 heures. Genre, je me rappelle, je commençais vers 9 heures du matin et des fois, je partais à 23 heures, voire même minuit. Ça m'est même déjà arrivé de dormir sur place tellement j'avais la flemme de rentrer chez moi. Ça, c'était en Corée, je me rappelle. J'avais trop la flemme. Et je me disais, putain, si je dois rentrer, je dois payer le taxi. C'est-à-dire que tout l'argent que j'ai gagné aujourd'hui, il va partir dans le taxi. Donc c'était la grosse loose. Donc ouais, c'est assez compliqué. Bien sûr, il y a les différences culturelles, donc ça, c'est pas pour critiquer les gens, les Coréens ou les Japonais, mais en tant que Français, forcément, vous allez avoir des différences culturelles. Genre les Français, on est du genre direct et impulsif, et en tout cas pour ma part, et à vouloir chercher on n'a pas peur du conflit, on n'a pas peur de dire putain, merde, fais chier. Alors qu'en Corée, au Japon, et c'est pareil au Canada, les gens, ils veulent pas de conflit, ils veulent pas faire de vagues, ils veulent que tout se passe bien. Et il y a aussi un respect de l'autorité en Corée et au Japon. Genre, vous allez vraiment écouter votre boss et vous devez faire ce que votre boss vous dit. Et il n'y a pas trop de débat à avoir. Même si des fois, vous avez... surtout le client aussi, le client était plus que roi là-bas. Parce que je travaillais en agence, donc on travaillait pour beaucoup de clients. Et quand il te dit quelque chose, même si tu as l'impression, avec ton expertise, moi par exemple, mon expertise de développeur web, je disais non mais c'est n'importe quoi ce qu'on fait en termes d'expérience utilisateur. Ah là, il n'y avait pas de débat à avoir, c'est tais-toi et fais en fait. Donc, mais ça vaut le coup quand même. Même si des fois c'était assez toxique, je trouvais, ça vaut le coup quand même parce que pour citer un de mes amis, chaque jour là-bas c'est une nouvelle aventure. Donc même si vous avez une journée de 10 heures de boulot, après quand vous sortez, c'est tellement bien. C'est tellement bien la vie, que ce soit à Séoul, à Tokyo, c'est tellement génial, il y a tellement de choses à voir. Je pourrais en parler des heures, ça sert à rien. Mais ça vaut le coup vraiment. Et attention, là c'est facile de se focuser sur les points négatifs, mais il y a plein de points positifs. Hein. J'ai aussi adoré travailler là-bas. Hein. J'ai rencontré des gens super gentils qui m'ont appris plein de choses. Et c'était super intéressant de découvrir leur culture. Bien sûr, je ne suis pas un expert du tout dans la culture coréenne ou japonaise. Hein, mais je veux dire, j'ai quand même vécu 4 ans en Asie en tout. Donc je pense que j'ai eu un bon aperçu. Petite histoire au Japon, ce qui était marrant, c'était dans certaines entreprises, c'est les employés qui font le ménage. Et donc le vendredi soir, selon si c'était votre tour ou pas, c'était à moi de passer l'aspirateur. Alors au début je crois que c'était une blague quand ils m'ont dit ça. Ils me font non, c'est vrai mec. Genre tu passes l'aspirateur et tu sors les poubelles. Et je pense que c'est basé parce qu'à l'école aussi ils font ça, si je me rappelle bien. Au Japon ils font ça à l'école aussi. Et ne vous inquiétez pas, dans l'école de cours de japonais, ils vont pas vous demander de nettoyer après. Vous payez assez cher comme ça, c'est pas à vous de nettoyer. Mais ça c'était marrant, moi je trouvais ça drôle. Ça me faisait rire comment on devait... c'était une très bonne expérience au final. Sinon c'est tout. Hein. Enfin bien sûr, j'imagine que je dois passer à côté de plein d'histoires, plein de choses à savoir, mais c'est plus ou moins ça, quoi. Ça reste quand même un boulot comme les autres, quoi. Et comme de façon, il y avait des expats, c'était pas vraiment la vraie expérience japonaise, parce que
Et je me rappelle, mes collègues coréens ou japonais, je leur demandais, mais pourquoi tu bosses ici? Pourquoi tu vas pas bosser dans une grosse boîte? Ils me disaient que c'était moins stressant et moins pesant, même si pour moi, en tant personne occidentale, j'avais l'impression que c'était la folie en termes de conditions de travail. Eux, ils disaient que c'était quand même plus relax et plus cool que les vraies entreprises coréennes ou japonaises. Donc, c'était pour eux, c'était cool quand même, quoi. En termes de banque au Japon, moi j'étais chez Shinsei Bank et je me rappelle, il y avait une grosse tour, c'était pas loin de la station Shinjuku. J'étais allé là-bas et j'avais ouvert un compte Powerflex. Alors, faut savoir, là je vais encore parler de la Corée, désolé, je mélange les deux. Je suis pas bien organisé, c'est pas bien. Mais en Corée, vous allez tout payer avec votre carte. Vous allez avoir une genre de carte de débit. Et je me rappelle, je pouvais même l'utiliser sur Internet. Et c'était pas une Visa, une Mastercard, c'était une carte de débit. Et attention, hein, il y a une différence. Parce que je sais qu'en France, des fois, les gens ils font pas bien la différence entre carte de débit et carte de crédit. Donc, je prenais pas de crédit, j'étais pas endetté. J'avais une carte de débit, donc je dépensais l'argent que j'avais. Là, je parle de la Corée. Et je pouvais payer sur Internet, je pouvais payer au restaurant, etc. Japon, j'avais une carte de débit, mais pour le coup, c'était juste une carte de débit. Genre, c'est une carte qui me servait juste à débiter de l'argent dans les ATM. Et donc, dans les ATM, je sais plus si on dit ATM en français ou pas, désolé. Trou de mémoire, c'est pas grave. Comment on dit? Boîte de retrait? Je sais pas, putain, je sais plus parler français. Parce que je dis tout le temps ATM, même en français. Putain, vive les anglicismes. Et donc je disais, en Corée, ils sont super avancés, ils payent tout par carte. Même des bonbons, je les paye avec ma carte. Genre, t'achètes un carambar, j'achetais pas un carambar, mais tu veux acheter un carambar, tu le payes avec ta carte, même si ça coûte même pas... là-bas, ça serait moins de 1000 won, c'est super faible. Ça a l'air beaucoup, mais c'est pas beaucoup du tout, 1000 won, c'est moins d'1 euro. Et tu pouvais utiliser la carte. Alors qu'au Japon, c'est tout en cash, tout partout, tout le temps. Mais toujours avoir du cash sur vous. Attention, des fois, il y a des restaurants, des bars, ils acceptent même pas la carte de crédit. Hein. Même pour les Japonais, hein, c'est pareil. Hein, c'est pas une question genre, c'est votre carte, elle est française, elle passera pas. Ils ont juste pas la machine. Il faut donc toujours avoir du cash sur vous. Et même sur Internet. Attends, je vais revenir sur Internet plus tard, mais avant ça, je veux dire... aussi pour retirer de l'argent en Corée, bon, ça m'arrivait quand même d'avoir du cash en Corée, même si je payais tout le temps en carte, tout le temps, j'avais presque jamais de cash sur moi. T'as plein d'ATM partout, vous allez voir les banques et tout. En général, tu vas essayer de trouver ta banque, genre une branche de ta banque, mais t'en avais tout le temps partout. Même des fois, t'avais des ATM qui donnaient dans la rue, quoi. Pardon. Et au Japon, c'est super spécial, vous allez voir. Là, vous êtes at these convenience stores. Ou ces ATM avec ces symboles-là. Et tu vois, la 7-Eleven ou Family Mart, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des convenience stores, c'est des convini aussi, ça se dit. C'est comme des... au Québec, on a un équivalent, ça s'appelle des couche-tard. On n'a pas trop ça en France. En gros, c'est des magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. Une genre d'épicerie, slash marchand de journaux, slash tu peux acheter des boîtes à bento. Et dedans, t'as des ATM là-dedans. C'est là où tu vas retirer de l'argent. C'est super bizarre. Enfin, c'est super bizarre d'un point de vue occidental. Pour eux, c'est tout à fait normal parce que c'est comme ça que leur vie fonctionne. C'est comme ça que leur société fonctionne. Mais c'est une habitude à apprendre. Et donc, par exemple, je ne pense pas, en presque 2 ans au Japon, je ne suis pas rentré une fois dans ma banque Shinsei pour retirer de l'argent. Je ne pense pas. Je suis toujours allé à 7-Eleven de toute ma vie. Parce que je crois que je n'ai jamais vu d'ATM Shinsei ou de branche Shinsei, à part peut-être à Shibuya ou Shinjuku, mais sinon j'allais tout le temps dans des convini. Et je vous avais dit, en Corée, j'ai utilisé ma carte pour payer sur Internet. Par exemple, je voulais m'acheter des billets de concert, je me rappelle, j'arrivais à utiliser ma carte. Pour le Japon, excusez-moi,
bah, ça marchait pas parce que j'avais une carte de débit. Et j'avais essayé d'avoir une carte de crédit, mais je m'étais fait refuser à chaque fois. Et donc, pendant un moment, j'utilisais encore ma carte française, Visa, pour faire des achats en ligne. Par exemple, je sais pas, sur Amazon Japan, j'utilisais toujours ma carte française. Et là, j'ai trouvé un truc... Enfin, à bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre. Je vais pas vous faire un exposé super complet, mais par exemple, à un moment, je vais vous dire, j'ai acheté des billets d'avion pour aller à Hiroshima. Et ben, je suis allé dans un conveni. Il y a... En fait, non, je suis allé sur le site, excusez-moi, je suis allé sur le site de Japan Airlines. Et j'ai dit, il y a une option à la fin pour payer dans un convenience store. Je sais plus c'était quoi l'intitulé, mais vous pouvez prendre cette option et vous allez avoir un reçu. Et j'ai montré mon téléphone. Je crois qu'ils ont dû scanner un code barre et ils m'ont fait payer mon billet d'avion en cash. Et là, on m'a donné mon reçu et j'avais mon billet d'avion imprimé. Et je faisais pareil pour les tickets de concert. C'est dans Lawson et Family Mart, ils ont même des machines, vous pouvez le faire sur place dans des petites machines. Par contre, c'est en japonais. Mais je suis sûr que avec Google Translate, vous pouvez vous débrouiller ou vous allez trouver des guides sur Internet, sur Google. Je suis sûr qu'il y a moyen de se débrouiller. Donc bref, là, ouais, le Japon, c'est vraiment un délire très différent de notre culture française. Ah ouais, ça je m'en rappelle, c'est le site de la préhistoire pour regarder mon qu'est-ce qu'il me restait. Il me restait jamais grand chose sur ma carte. Ça c'était pour l'argent. Ouais, je crois que j'ai fait le tour de l'argent. Pour les téléphones, il y a plein de services et je m'en rappelle. Ça, j'avais utilisé cette carte-là pour quand j'avais voyagé. Parce qu'en Corée, ce qui était bien, quand je voyageais en Corée, j'avais pas de carte SIM, mais ils ont tellement à l'époque en tout cas, ils avaient tellement de Wi-Fi gratuit disponible, c'était super bien. Mais pour le Japon, je me rappelle, j'avais trouvé ce site et je m'étais fait livrer tu peux la récupérer à l'aéroport, tiens. Mais je crois que peut-être qu'une fois, je l'ai récupéré à l'aéroport et la deuxième fois que j'ai visité le Japon, je m'étais fait livrer dans l'hôtel où j'allais. Et ça, c'était trop bien. Et donc, tu as 5 gigas, 7 gigas, franchement, il vous faut du data pour utiliser Google Maps et vous balader partout. D'ailleurs, petite histoire, Google Maps en Corée du Sud, je sais pas si ça a changé, mais à l'époque, ça marchait pas du tout. Et donc, si vous voulez utiliser les métros, il faut aller plutôt télécharger des applications qui sont destinées, qui vont vous dire c'est quoi les lignes de métro et comment les utiliser. Ou sinon, ils ont un service qui s'appelle Naver Maps, mais je crois que c'était tout en coréen à l'époque. Alors qu'au Japon, ils sont super Google friendly. Genre Google Maps, vous allez avoir je sais pas si vous allez avoir les horaires de bus précis par exemple, mais peut-être que si, je pense. Hein. Mais par exemple, vous voulez dire je veux aller de tel endroit à tel endroit, il va vous proposer plein d'options. Alors qu'en Corée, à l'époque, Google Maps, il galérait beaucoup. Peut-être qu'ils allaient vous donner le métro, mais ils n'allaient pas vous dire les bus et vous n'allez pas avoir les détails des stations. C'était assez fermé, quoi. Et donc ça, c'est, je dirais, si vous voulez, une carte SIM temporaire. C'est super bien si vous allez au Japon. Parce que, attention, il y a une grosse embrouille. Je me rappelle quand j'étais allé au Japon, pour ouvrir un compte bancaire, j'avais besoin d'un numéro de téléphone. Et pour obtenir un numéro de téléphone, j'avais besoin d'un compte bancaire. Et là, j'étais en mode, s'il vous plaît, arrêtez. Et j'avais dû aller, je crois que j'étais allé dans ça s'appelait SoftBank, je me rappelle plus. C'était une enseigne avec un Shiba blanc. Je me rappelle plus du tout comment ça s'appelle. C'était pas Docomo. Bref, j'étais allé là-bas et j'avais réussi à obtenir un téléphone tout pourri, mais genre un téléphone, c'était même pas un téléphone intelligent, c'était un vieux téléphone temporaire avec une carte SIM temporaire. Et mais j'avais un numéro de téléphone, j'avais pu ouvrir mon compte bancaire et ensuite j'avais pu retourner dans je sais plus quel provider j'avais trouvé. J'avais réussi à trouver un truc, mais j'ai utilisé ma carte française pour payer à l'époque parce que j'avais besoin. Là-dessus, il y avait pas c'était uniquement paiement par internet et donc j'ai utilisé ma carte française. Il me restait des économies en France et je payais genre tous les ans, je payais je sais plus combien ça me coûtait, 20 ou 30 euros par mois pour avoir genre 2 gigaoctets de data. Et je me rappelle, c'était l'enfer. J'étais allé dans un magasin, et je crois que c'est un de ces magasins-là qu'on voit là, Yoda Baishi ou Big Camera. J'étais allé dans d'ailleurs, ça vous dit que vous pouvez le prendre sur place aussi là-bas. J'étais allé sur un de ces sites, je pense. Hein. En tout cas, dans ces magasins-là, ils vendent aussi des cartes SIM.
Et vous pouvez y aller. Et franchement, j'ai été tombé sur le vendeur, mais le mec, il m'avait régalé. Je lui dis, mais j'arrive Nihongo wakarimasen, là. Genre, je parle pas japonais du tout. Va falloir parler anglais, mec. S'il te plaît. Là, il sort son téléphone, il parlait en japonais, et le téléphone, c'était Google Translate qui me parlait en anglais. Et on avait fait toute la conversation comme ça avec Google Translate. Et j'avais signé le contrat et tout. Le mec était super. Et c'est ça, je pense qu'en Corée, il y a ça aussi, mais genre l'hospitalité, mais au Japon, le service client est goldé. Mais vraiment, c'est le meilleur service client, que ce soit au restaurant, dans les bars, partout, dans les hôtels. Même les gens dans la rue, ils sont toujours là pour être. Ils sont toujours polis et gentils avec vous, ils veulent vous aider, quoi. C'est la folie. Je sais pas si c'était via Bmobile et j'ai plus je sais même pas si ça existe encore, mais moi je vous conseille d'aller dans un Yoda Baishi Camera par exemple. Vous allez voir, c'est genre une Fnac géante. Et dedans, il y aura forcément un rayon téléphone, vous pouvez pas le louper. Et vous allez essayer de trouver le rayon des SIM cards. Et donc j'imagine qu'il y aura des SIM cards pour les touristes, mais peut-être qu'il y aura des trucs aussi mensuels. Et je suis sûr à Tokyo, il doit y avoir des gens qui parlent anglais et ils vont pouvoir vous aider. Sûr et certain. Voilà. Craigslist, je dirais, le Craigslist, ça, j'en ai déjà parlé vite fait. Pour trouver des appartes, vous pouvez aussi utiliser Craigslist, mais aussi j'avais entendu dire qu'il y a des gens qui trouvaient des petits boulots à mi-temps. Genre si vous voulez travailler dans une guest house ou travailler dans un bar, j'avais entendu dire qu'il y avait des offres là-bas. Jamais testé, mais j'avais entendu des gens parler de ça. On va bouger celui-là ici. Alors là maintenant on va quitter l'Asie et on va parler du Canada. Donc pour résumer, j'ai travaillé 4 ans en Asie. J'étais jamais retourné en France pendant 4 ans. Et depuis le Japon, j'avais réussi à obtenir une offre d'emploi à Ubisoft Montréal. Et je me rappelle, j'étais retourné peut-être 2 ou 3 mois en France, le temps d'attendre que mon visa se termine. C'était en 2017, je crois. J'étais retourné voir mes parents à Metz, le temps que mon visa se termine, se concrétise même. Et une fois que j'ai eu mon visa, j'étais parti au Canada, quoi. Donc j'étais, genre dans ces 8 dernières années, je suis allé une fois en France. Et ça va être un peu plus court, parce que je pense que le Québec a beaucoup de ressources, et comme le Québec, c'est francophone, je suis pas le premier, je pense, qui parle de comment travailler au Québec, ou au Canada en général. Pour faire court, j'ai été venu à la base avec un permis jeune professionnel. Donc c'est très similaire du vacances-travail, sauf que le jeune professionnel, vous avez besoin d'une offre d'emploi. Et c'est un permis fermé, c'est-à-dire que si vous perdez votre travail ou vous démissionnez, vous avez techniquement plus le droit de travailler au Canada. Et ça dure 2 ans. Et je crois que c'est les mêmes... Je crois que là, vous avez le droit d'avoir jusqu'à 35 ans pour l'avoir. Et dans mes souvenirs avec le problème avec le problème, c'est pas forcément un problème, mais la réalité avec les visas vacances-travail et jeunes professionnels, c'est qu'il y a des bassins et il y a des tirages au sort. Je me rappelle, genre sur 100 personnes, ils vont en prendre, je sais plus comment ça fonctionnait, mais il y a des histoires de probabilité. Et avec un permis jeune professionnel, si votre dossier est complet, vous avez l'expérience, vous avez les diplômes, tout ce qu'il faut, et vous avez l'offre de travail, quoi, une promesse d'embauche, je pense que c'est plus probable de se faire embaucher que via un simple PVT, permis vacances-travail. Et au Canada, ce que je me rappelle, c'est que j'avais commencé avec un visa jeune professionnel, et après maintenant je travaille à Shopify, et je suis toujours à Shopify. Je vais bientôt avoir 2 ans à Shopify. Et j'adore Shopify, c'est super bien Shopify. Et by the way, Shopify, il veut engager... Attendez, je peux vous l'écrire là. Putain, j'avais pas prévu ça. Et Shopify... Je sais pas écrire. Je sais plus écrire, mince. 2021 ? Ouais.
Si vous cherchez un boulot dans la tech, Shopify, c'est tout en télétravail maintenant, Shopify. Mais ils veulent engager 2021 ingénieurs cette année. Donc tentez votre chance, je sais pas. Mais je vous conseille vraiment, c'est une super boîte. C'était la petite parenthèse. Donc ouais, j'avais fait un visa jeune professionnel pour Ubisoft. Et après, pour Shopify, j'avais fait un visa de travail normal, que j'ai d'ailleurs renouvelé aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que... qu'est-ce qui est bien ? C'est que tout est en français et il y a énormément de ressources. Parce que le français, c'est la langue officielle du Québec, mais c'est aussi la deuxième langue officielle du Canada, après l'anglais. Et c'est cool, vous allez avoir... C'est super simple de s'informer. Et leur site, canada.ca, il est vraiment très complet. Il y a plein d'informations. C'est super simple de s'y retrouver. C'est super clair. Je dirais, les avantages au Canada... Par rapport à l'Asie, c'est que ici, vous parlez, c'est le même alphabet, vous parlez français ou anglais. Et que ce soit à Ubisoft ou à Shopify, je parlais plus souvent en anglais. Même si Ubisoft, c'est une entreprise française, comme j'avais beaucoup de collègues anglophones, je parlais souvent anglais. Et à Shopify, c'est une entreprise basée à Ottawa à la base, donc on parle tout le temps en anglais. C'est très rare que je parle français. Sauf si je rencontre des collègues francophones et qu'on est juste entre nous, mais sinon je parle toujours en anglais. Au Canada, ce qui est bien aussi, c'est que vu qu'on est francophone, vous allez pouvoir au bout d'un moment faire une demande de résidence permanente. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si elle est approuvée, je serai capable de travailler où je veux au Canada, dans n'importe quelle province. Et j'aurai pas besoin de tous les 2 ans ou tous les ans. Là, moi, j'ai des permis de travail qui durent 2 ans. J'aurais pas besoin de renouveler mon visa encore et encore. Et en plus, ce sont des permis fermés, c'est-à-dire que si je perds mon emploi à Shopify, je suis plus autorisé de travailler. Je suis censé rentrer en France. Donc quand vous devenez résident permanent, c'est presque comme un citoyen, sauf que vous n'avez pas le droit de vote. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui changent, mais en gros, c'est ça. Et sur le très long terme, une fois que vous êtes résident permanent, vous pouvez devenir citoyen du Canada. C'est ce que je pense faire un jour. Et c'est cool parce que par rapport à l'Asie, c'est beaucoup plus accessible. Et maintenant que Shopify, c'est 100% télétravail, mon objectif, c'est de pouvoir retourner en Asie 2 à 3 mois par an et aller faire un tour, surtout au Japon, parce que j'ai préféré le Japon à la Corée. Faire un petit tour comme ça, une fois que cette putain de pandémie sera passée, si elle passe un jour. C'est mon objectif. Pour trouver un boulot, là, je dirais que c'est un peu plus. J'ai jamais cherché de travail en France. Je sais pas comment ça marche, mais vous avez des plateformes comme LinkedIn et Indeed. Là, vous aurez pas mal d'offres d'emploi. Vous avez même des en français, si vous voulez. Donc, c'est assez. C'est comme en France. Je dirais les CV. Les CV au Québec, si je me rappelle des quelques règles, faut pas ne mettez pas votre photo, ne mettrez pas votre âge. C'était les seules choses que je me rappelle. Mais je vous conseille de faire des recherches par rapport à ça. Et un petit truc que je n'ai jamais fait, mais ça s'appelle les Journées du Québec. C'est comme une genre de journée porte ouverte qui se passe en France, dans certaines villes, où le Québec vient faire la promotion. Et il y a plein d'entreprises québécoises. Je crois que Ubisoft le faisait. Il y a aussi d'autres entreprises comme Sense, j'avais entendu dire. Ils vont là-bas et ils essayent de recruter des gens et ils vous font une offre avec tout un package où ils te font on va vous faire venir et on paye votre billet d'avion, on va vous payer un appartement pendant 1 mois et après une chambre d'hôtel pendant 1 mois. Et moi, j'avais eu ça à Ubisoft. Et je sais qu'à Shopify, ils font des choses similaires. Genre pendant 1 mois, j'avais une chambre d'hôtel, ils m'ont payé tous mes frais de visa et ils m'ont payé mon billet d'avion et t'as même de l'argent pour payer des meubles quand tu vas dans ton premier appart. C'est ouf en termes de packaging. Et alors qu'en Asie, j'avais pas du tout ça. En Asie, j'avais dû payer moi-même tous les frais de visa, tous les billets d'avion. J'ai jamais eu de packaging super complet comme ça. Donc c'est pas mal. Donc, malheureusement là, il y a rien. Il y a pas. Ah si, il y en a. Il y en a dans le monde. J'imagine c'est parce que maintenant tout se fait en ligne. Mais je sais que ça existait en France. Donc là, vous allez voir.
une prochaine session, il y a des entretiens. Ah, c'était les inscriptions, c'était jusqu'au 17 janvier. Ah bah c'était trop tard. Suivez le site si vous êtes intéressé. Pour faire rapidement, alors en termes des banques, moi je suis allé à Desjardins, mais là il y a plein de banques, c'est assez simple parce que tous les sites sont en français ou en anglais, donc là je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Personnellement, je suis allé chez Desjardins, j'en suis plutôt satisfait, même s'ils se sont fait pirater et que mes infos personnelles sont retrouvées dans la nature. Le coût de la vie, je dirais que Tokyo, ça reste le plus cher, c'est une des villes les plus chères du monde de toute façon. Montréal, moi j'ai seulement vécu à Montréal, ça reste moins cher que des villes comme Paris ou Lyon. Peut-être sur certaines choses, par exemple le coût de l'internet et du téléphone, c'est beaucoup plus cher parce que le Canada c'est tellement plus grand. Là ça va vous coûter plus cher, mais c'est quand même en général je pense que ça paye mieux et que le coût de la vie est moins cher selon mon expérience. Pour vous donner les ordres de grandeur, quand je suis arrivé au Canada à Ubisoft, j'étais entre 60 et 70 000 dollars canadiens en salaire annuel brut. Et quand je suis arrivé à Shopify, je ne vais pas vous dire mon salaire, mais je gagne beaucoup plus que ça. Je crois qu'on peut dire officiellement, c'est une donnée officielle, les stagiaires à Shopify sont payés 70 000 dollars par an. Mais après, quand ils deviennent, s'ils sont embauchés en full-time, leur salaire, je crois pas qu'il bouge beaucoup. Donc si vous imaginez qu'un stagiaire est payé 70 000, vous imaginez que je suis pas un junior, je suis plutôt un niveau intermédiaire. Voilà, mon salaire est significativement supérieur à ça. Vous pouvez à peu près essayer d'estimer. Donc c'est pas mal, Montréal c'est pas mal. Bon bien sûr c'est pas aussi bien que Tokyo, ça on va pas se le cacher, hein. L'hiver c'est long, et surtout en temps de Covid c'est un peu la misère. Mais au moins t'as tous les avantages, c'est que vous êtes pas trop dépaysé en tant que Français. Même s'il y a une culture québécoise et des expressions à apprendre, et ça vaut le coup il y aura un effort à faire pour s'intégrer et assimiler, mais c'est bien. Et so far so good, comme on dit. Je regarde mes notes, je crois que j'ai rien oublié. Donc si vous avez des questions, posez-moi des questions sur le commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre. Et j'espère que ça vous aura motivé à vous lancer dans... Peut-être pas forcément au Canada, ni au Japon, ni en Corée. Et au fait, concernant Ubisoft, encore une fois, j'ai fait recherche internet, j'ai vu une offre, j'ai envoyé mon CV. La première fois, ils m'ont refusé. J'ai tenté une offre différente, mais toujours pour le même studio. Et j'ai eu un entretien et j'ai été embauché. Comme quoi, il faut jamais abandonner. Et faut jamais se dire non, c'est pas possible, j'ai jamais travaillé à l'étranger. Non, faut juste essayer et il faut persévérer. Et il faut pas avoir peur. Vous allez toujours réussir à vous démerder. La preuve, je l'ai fait là pendant presque 8 ans et je compte continuer. Bref, posez-moi des questions et bon courage. Et j'espère que ça vous aura motivé à vous lancer dans ce genre d'aventure. Une fois que la pandémie sera passée. Allez, ciao!